Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture. Vous le savez, en février, je lis beaucoup. Moi je parle au présent parce que je suis encore en février. Pour vous, je crois qu'on est déjà en mars. Mais bref, on est sur le troisième update avec mes lectures de février, ce qui correspond à peu près à la moitié de ce que j'ai lu sur le mois, puisque j'ai prévu de lire 20 livres. Et 3 updates, c'est à peu près 12 livres. 3 fois 4. Bref, donc voilà, aujourd'hui j'ai que des petits livres jeunesse à vous montrer et que des trucs que j'ai franchement bien aimés. C'était chouette, donc on y va. Le premier finalement je l'ai pas lu en février mais je l'ai lu en janvier puisqu'en fait c'est la saga Petit Cousu de Guy Basse. Donc j'ai lu le tome 2, L'œil du pirate en janvier et j'ai lu le tome 3 là en février. Donc le tome 3 c'est Le fantôme de Grotte Groin et le tome 3 est vraiment parfait pour Halloween. Pour le coup, c'est une saga qu'on peut lire dans le désordre si on veut. En fait, je suis toujours partagée en vous disant ça parce que moi, je ne vois pas l'intérêt de lire une saga dans le désordre. Je sais pas, vraiment, je peux comprendre que genre le tome 3 te fait très envie parce que ça parle de fantômes, c'est mon cas. Mais enfin, vraiment, je comprends pas le. Si tu veux lire la saga, lis-la dans l'ordre, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, parce que vous faites comme vous voulez. Dans cette saga, en gros, on suit Petit Cousu, qui pour moi est fortement inspiré de Tim Burton, enfin surtout de la poupée, donc de Sally, il me semble qu'elle s'appelle dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bref, voilà, on suit Petit Cousu qui vit dans une espèce de vieux château manoir avec un inventeur fou, un peu ambiancé de Romain d'argent. Vraiment, je l'ai déjà dit, mais je ne vois pas comment l'auteur peut ne pas connaître et ne pas être fan de Tim Burton à ce stade-là. Mais c'est pas dérangeant. Alors moi j'aime bien Tim Burton, je suis un peu fan de ses films, notamment de ses films avec Johnny Depp à chaque fois. Mais voilà, l'ambiance est un peu similaire. J'ai du mal à voir comment tu peux aimer ces livres-là si vraiment tu détestes les films de Tim Burton. Mais pourquoi pas. Et donc voilà, on suit Petit Cousu qui vit dans une espèce En gros, il y a une ville, et puis tout en haut d'une espèce de colline, il y a un vieux manoir, un vieux... Pas un vieux château au sens château fort, mais un vieux bâtiment, une espèce de grande bâtisse familiale, vous voyez, dans laquelle vit un homme seul qui s'appelle Docteur quelque chose, enfin, je sais plus c'est quoi son nom, et qui crée toute la journée des créatures. Vraiment, c'est ça qu'il fait. Il assemble des morceaux de bêtes, des morceaux humains, des morceaux parfois de tissus, de métal, et il leur donne vie. Le tout premier qu'il a créé, c'est Petit Cousu, et Petit Cousu, quand il s'est rendu compte de ce que son maître faisait en fait, il s'est dit ça ne va pas du tout, il faut que j'aide toutes ces créatures. Parce qu'en fait, l'inventeur fou crée quelque chose, lui donne vie, il est très content et tout, et puis hop, il passe à autre chose, il crée quelque chose d'autre, et donc en fait, il ne s'occupe pas de toutes ces choses, de toutes ces créatures, de tous ces monstres un peu qu'il crée, et bah ça en fait beaucoup dans le château. Et donc voilà, quand on rencontre Petit Cousu, il est dans le château depuis des dizaines d'années, hein, et il crée des potions pour aider toutes ces créatures, toutes ces choses créées par l'inventeur fou. Pour que les créatures ne se mangent pas entre elles, ne se battent pas entre elles, pour qu'elles soient moins agressives. Vous voyez, c'est ça qu'il fait. Il les aide en fait à aimer cette nouvelle vie. Je sais plus trop comment il l'appelle. Mais voilà, et donc dans le tome 1, on a un homme qui tient un cirque et qui, pour lui, c'est une aubaine de trouver un endroit pareil avec toutes ces créatures-là. Et il veut en prendre pour son cirque, mais il va se retrouver confronté à Petit Cousu. Dans le tome 2 qui s'appelle L'œil du pirate, Petit Cousu est tiraillé, il a envie de partir à l'aventure, de créer un bateau pirate pour faire un petit peu comme le héros du livre qu'il lit et relit encore et encore et qu'il adore. Mais d'un autre côté, il veut pas abandonner le créateur, l'inventeur fou et les créatures. Voilà, et donc c'est ça qu'on va suivre, Petit Cousu pirate un petit peu. C'est une nouvelle aventure. Pour le coup, le tome 2 spoil un peu le tome 1. C'est vraiment mieux d'avoir lu le tome 1 avant le tome 2. Pour le tome 3, c'est bon, comme vous voulez. Voilà, et on a des illustrations, j'ai envie de vous dire, évidemment. On a aussi des jeux de caractère, des changements de... Voilà, parfois c'est écrit en noir, parfois on a des petites choses comme ça. Et puis les débuts de chapitres sont comme ça, à chaque fois sur la page de droite. Voilà, franchement j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé suivre. Ça, c'est ambiance gothique jeunesse
Pour moi c'est la définition même du gothique jeunesse, enfin franchement je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre comme définition. J'ai beaucoup aimé le tome 2, mais alors mon préféré, vraiment c'est le tome 3. Dans le tome 3, il y a quelqu'un qui débarque au château, qui a été réveillé de manière un peu mystérieuse, un peu floue, et qui va chercher à s'attirer la sympathie de Petit Cousu, et en même temps qui va lui faire des révélations sur son créateur, sur cet inventeur fou, sur ce château, etc. etc. Et Petit Cousu se retrouve embarqué là-dedans. Alors au fil de sa vie et des thèmes qu'on a eu avant, il s'est fait des amis, notamment une jeune fille qui habite le village et un autre monstre qui n'a pas vraiment de nom. Et donc ses amis le voient vraiment partir avec ce nouveau venu qui sort de nulle part et qui ne connaissent pas. Et ils sont en mode qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on l'aide pas? Et en fait on va suivre d'un côté Petit Cousu emporté par toutes ces choses que lui dit cette espèce de créature, toute cette nouveauté qui débarque, et ça fait un peu un effet boule de neige, c'est beaucoup pour lui, et de l'autre côté ses amis qui le voient un peu se perdre là-dedans et qui ne savent pas quoi faire. Ça reste des enfants hein, évidemment, donc du coup c'est un peu délicat, mais franchement j'ai adoré. C'est pas vraiment un fantôme qu'on a, mais on a un peu cette ambiance de lieu hanté, de fantômes, de créatures naturelles, etc. Et franchement j'ai adoré, j'adore cette saga, je suis deg qu'il n'y ait pas de tome, vraiment. Et alors franchement, dans la bibliothèque ça fait quand même un petit effet quoi. Ensuite, j'ai lu Les Héritiers de Brizen, le tome 1, La Malédiction du Bois d'Ombre de David Braille. Et ce qui m'a choqué, enfin en fait ce qui m'a percuté à la lecture, c'est la construction du monde de fantasy ici. Vous le savez si vous me suivez, de la littérature jeunesse, j'en lis beaucoup, du fantastique, de la fantasy jeunesse, j'en lis vraiment pas mal. Et c'est pas que les autres livres que je lis en jeunesse sont mal construits ou que l'univers est pas développé, c'est pas le cas. C'est juste que là, vraiment, le monde est construit comme un monde de fantasy adulte. C'est même pas young adulte, c'est vraiment adulte. Il y a une histoire de guerre, une histoire de magie, ce qui peut être le cas en jeunesse, mais vraiment la manière dont les informations nous sont données, le world building qu'il y a derrière, l'imagination de l'auteur, tu sens que il a pas, comment dire, il a pas voulu écrire une histoire jeunesse avec telle et telle valeur et puis il a décidé de le faire en fantasy. Non, il a voulu écrire une histoire de fantasy avec un univers de magie derrière, avec des pouvoirs, avec beaucoup de créatures surnaturelles, et il a décidé de le faire en jeunesse. Mais il aurait pu le faire en young adulte ou en adulte avec le même monde, en changeant l'âge des personnages et la complexité de ce qui leur arrive. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est pas étonnant parce que j'ai été voir et David Braille écrit principalement de la fantasy adulte. C'était un nom qui me disait quelque chose, parce que j'ai dû voir passer ces fantaisies adultes plusieurs fois. Bref, ici en gros, on est dans un monde où il y a quelques années, pas énormément, hein. Au début je pensais que c'était il y a genre 100, 150 ans, mais non, ça doit être il y a peut-être 10-15 ans, un truc comme ça. Il y a eu une guerre. Voilà, c'était un monde où il y avait de la magie, il y avait plusieurs types de créatures et il y avait en gros deux grands clans de magie qui se sont affrontés. Et il y a des artefacts, des choses magiques qui ont disparu. Évidemment, les clans se sont l'un l'autre accusés de le voler, de le prendre pour eux, etc., etc. Il y a eu une guerre qui a décimé 90% de la magie qu'il y avait. Il reste quand même de la magie, il reste des gens qui se rappellent de cette guerre, des gens qui ont vécu cette guerre. 10-15 ans, j'ai peut-être exagéré, on est peut-être sur 20-30 ans. Mais bref, et donc en fait il y a encore des gens qui ont vécu cette guerre et qui se rappellent de pourquoi il y a eu la guerre, de qui a fait quoi, etc. À l'époque ils étaient jeunes et aujourd'hui bon, ils ont la cinquantaine. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, et donc nous on va suivre une dame qui est sur la couverture et nos trois enfants. Voilà, les trois enfants sont habitués à aller voir cette dame, c'est un peu la guérisseuse du village. Ils l'aiment bien et ils aiment bien parce qu'elle leur raconte les histoires de magie, de la guerre, de ce qui s'est passé et tout. Et ils adorent ça. Et puis à côté du village, il y a le bois d'ombre. C'est un bois réputé maudit. On sait pas trop pourquoi, mais il faut pas y aller. Vraiment. Et les enfants, parce qu'ils sont des enfants, vont aller dans ce bois. Et vraiment, tu sens que le chef du village, genre, leur dit ça va pas, c'est n'importe quoi, fallait pas y aller et tout. Genre, vraiment, tu sens que
les adultes ont peur de ce bois, ont peur de la magie qu'ils pourraient avoir là-bas. Et les enfants sont un peu en mode, ça va, c'est bon, on est rentré dans le bois, on en est ressorti, ça va passer, remettez-vous quoi. Et c'est ça qu'on va suivre, l'histoire de ce bois, de pourquoi on en est là, de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et de cette vieille dame qui évidemment est liée à cette magie, à ce bois. Et si elle en sait autant, c'est pas pour rien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé suivre ces personnages, les 3 personnages principaux. En gros, c'est un frère et sa petite sœur, enfin un garçon et sa petite sœur, plus le meilleur ami du garçon. Et donc les 2 garçons doivent avoir, je sais pas, 12 ans et elle doit avoir 9-10 ans, un truc comme ça. Vous voyez, et franchement, j'ai adoré les suivre tous les 3, je les ai trouvés vraiment cool. Je veux absolument lire la suite. C'est de la fantasy jeunesse, mais vraiment fantasy quoi. Franchement, j'ai adoré. Le suivant, j'ai été un petit peu déçue, dans le sens où moi en tant qu'adulte, j'ai beaucoup aimé, mais c'est un livre à destination de la jeunesse et je suis pas sûre que les enfants qui ont l'âge de lire le grand livre de l'horreur, le tome 1, dans le château de Dracula de N.M. Zimmerman, aient lu Dracula de Bram Stoker. Ici c'est ça qu'on parle, ça fait beaucoup référence à Dracula. Moi j'ai trouvé ça très cool, on a Jonathan, le personnage principal de Dracula, dans ce livre là, qui est là avec son journal, qui l'écrit et tout, enfin c'est Dracula, enfin c'est dans le château de Dracula littéralement, mais je vois pas comment des enfants de 10-12 ans, qui donc peuvent lire ça, auraient pu avoir lu Dracula, parce que enfin moi je ferais pas lire Dracula à un enfant de 10-12 ans, tu vois, j'attendrai un peu. Mais bref, en gros ici on va suivre Elliot, pas du tout, Virgile. On suit Virgile, il est un petit peu différent des autres enfants, il a un look un petit peu gothique, il est très solitaire, toujours dans ses livres, et il est un petit peu mis de côté à l'école. Mais il aimerait bien avoir des amis, mais en même temps il veut pas changer qui il est pour avoir des amis, donc il se dit bon bah c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà. Et un jour, en rentrant de l'école, il va acquérir, je vais pas rentrer dans les détails, mais acquérir le grand livre de l'horreur. Voilà, il le voit, tout ce qui est un petit peu film d'horreur, Dracula, etc. C'est un peu son kiff, hein, genre il aime bien tout ce qui va être vampire, loup-garou et tout, tu vois. Donc il voit ce livre-là, il se dit vas-y trop cool, je le connais pas, je vais le prendre, tu vois. Et quand il l'ouvre, il se passe quelque chose de magique. Pareil, c'est le genre de livre où tu comprends ce qui se passe réellement à la fin. Du coup, je peux pas vous expliquer ce qui arrive réellement à Virgile et ce qui se passe, parce que ça serait tout vous spoiler. Mais voilà, en gros, c'est pas juste un livre à lire. Et comme je l'ai dit, l'histoire va se passer dans le château de Dracula avec Jonathan, je sais plus comment, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais le personnage principal de Dracula, le livre de Bram Stoker, donc dans le château avec Jonathan, avec les femmes qui sont dans Dracula, avec Dracula lui-même évidemment, et puis Virgile, et puis un personnage qui parle alors qu'il n'est pas censé parler dans notre monde à nous, bref, qui se retrouve au milieu de tout ça et qui est un peu perdu, mais la particularité de Virgile c'est qu'il a lu, lui, Dracula. Je pense que dans la classe de Virgile ça doit être le seul à l'avoir lu, vous voyez, vraiment, mais écoutez, bref, et donc en fait il reconnaît les lieux, il reconnaît Jonathan, il comprend ce qui se passe, il comprend où il est, vraiment il sait qu'il est dans le château de Dracula, et donc il connaît la fin de l'histoire de Dracula, il se rappelle de Dracula, parce que par exemple moi j'ai lu Dracula mais il y a des années de ça, et franchement bah je me rappelle pas de la fin. Alors clairement si vous voulez lire Dracula, évitez celui-là, parce que ça spoil tout, genre vraiment ça te donne la fin de Dracula. Voilà. Mais je me rappelais pas de tout, enfin je me rappelais à peine que Dracula était un roman épistolaire, pour tout vous dire. Mais Virgile, lui, se rappelle vraiment beaucoup de cette histoire-là et de ce livre-là, parce que bah, c'est son truc, enfin, c'est un truc c'est probablement un livre qu'il a lu et relu et relu et qu'il connaît par cœur. Mais ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est le genre de livre où moi, en tant qu'adulte, je répète, j'ai passé un super moment. Franchement, j'ai adoré, je trouvais ça hyper cool, hyper original, hyper bien fait. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça peut plaire à des enfants, comment des enfants peuvent voir les références de Dracula. Après, s'ils les voient pas, c'est pas dramatique, mais en même temps, ça spoil tellement l'histoire que tu peux pas lire Dracula après. Enfin, tu connais la fin, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faudrait avoir lu Dracula avant. Est-ce que les enfants qui ont en âge de lire ça sont en âge de lire Dracula?
C'est pas vraiment à moi de le dire, mais voilà. Et enfin, le dernier livre pour cette update, c'est une fin de saga, et donc c'est Esther et Mandragore, le tome 5, 10 petites sorcières de Sophie Duhaide et Marie-Pierre Audoux. Et en fait, en prenant ce livre-là dans ma palle, je me suis rendu compte que j'en avais quand même beaucoup des livres qui parlent de sorcières, et que si je voulais pas tous les enchaîner, bah, il fallait quand même que j'en lise pour alterner un peu, parce que vraiment j'en ai mis beaucoup. Et même genre Les Héritiers de Brizen, c'était pas prévu que ça parle de sorcières, et c'est le cas. Donc bref, j'adore les sorcières en jeunesse, donc voilà. Ici c'est un tome 5, c'est une saga que j'ai commencé il y a longtemps, et je pensais qu'il y avait 4 tomes et qu'elle était finie, et en fait, bah pas du tout, il y a un 5ème tome qui est sorti il y a un petit moment, mais que je ne savais pas qu'il existait, donc bah, quand j'ai découvert qu'il existait, je me le suis procuré, et puis j'ai même mis cette saga dans mes sagas à finir en 2026 pour être sûre que ça ne traîne pas trop. C'est illustré, et donc ici on suit Esther. Mandragore, c'est son chat. Donc Esther est une sorcière qui vit dans le monde des sorcières. C'est un monde à part du monde des humains. Chaque sorcière a un chat de mémoire ou au moins un animal, il me semble. Et donc bah voilà, elle joue en cours, les potions, les sortilèges, les machins, et tout, tu vois. Et puis, au début du tome 1, sorcière. Esther gagne un espèce de concours, et elle a une espèce de récompense par la haute directrice de l'Académie des sorcières, un délire comme ça, tu vois. Et sa récompense, c'est de pouvoir aller dans le monde des humains. Elle va donc changer littéralement de monde et emménager chez Sorcière Agatha, qui vit chez les humains depuis des années et des années maintenant, et qui s'est parfaitement intégrée à la population. Personne ne sait que c'est une sorcière, tout va bien. Et évidemment, ce déménagement s'accompagne de plusieurs règles. Il va falloir qu'elle étudie les humains, elle y va pas pour le plaisir d'y aller, elle a quand même des devoirs à faire et des choses à rendre, tu vois. Et aussi et surtout, elle n'a pas le droit d'utiliser la magie. Elle va dans le monde des humains, il faut pas qu'on crache que c'est une sorcière. Donc voilà. Et donc on va suivre le quotidien d'Esther dans les 5 tomes du coup, dans ce monde des humains. Et ici, il y a toutes ses amies sorcières qui viennent lui rendre visite. Et donc là, il faut cacher 10 sorcières dans le monde des humains. Et c'est un peu compliqué. Et en plus, Agatha, donc la sorcière chez qui vit Esther, a un comportement très très bizarre. Normalement, les petites filles viennent pour découvrir le monde humain, on leur montre ce que font les humains, à quoi ça ressemble le quotidien, la vie, etc. Sur la planète Terre, en gros, dans le monde des humains, les gens qui n'ont pas de magie, comment ils se débrouillent au quotidien sans magie, parce que pour elle c'est lunaire, tu vois. Et Agatha va pas du tout faire ça. Elle a vraiment un... En gros, elle se dit... je veux pas faire ce qu'on me demande et je vais faire l'opposé de ce qu'on me demande. Et Esther comprend pas en fait, elle voit pas pourquoi Agatha fait ça. Elle est en mode mais c'est... Bah c'est pas bien de pas écouter ce qu'on dit, enfin, c'est la haute directrice des sorcières là, ou gouverneur je sais pas quoi là, qui décide, tu vois. Et elle leur a dit, je vous les envoie, vous faire ci, ça, ça et ça comme ça, et après vous me les renvoyez, tu vois. Et Agatha, elle n'écoute pas du tout les consignes. Bah, du coup Esther elle est un peu perdue. Et donc voilà, c'est ça qu'on suit dans ce tome-là. Franchement, j'aime beaucoup Esther. J'étais peut-être un peu moins dans le mood et un peu moins dans le truc parce que j'ai lu les 4 premiers tomes il y a très longtemps pour moi maintenant. Mais franchement, c'est très fun. Esther est une petite fille très cool à suivre, franchement. C'est le genre de petite fille qui fait beaucoup de conneries, qui ne suit pas les règles. Et dans ce tome-là, elle se retrouve confrontée à une adulte qui ne respecte pas les règles. Et donc, du coup, elle prend un peu le rôle de l'adulte qui respecte les règles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement, j'ai trouvé ça très cool. On en apprend aussi pas mal au passage sur les différences entre les personnalités, entre les gens, les différences de réaction, les sentiments qui peuvent évoluer, qui peuvent changer, la manière d'appréhender la vie en fonction de ce qui t'est arrivé quand t'étais petit, etc., etc. Franchement, il y a pas mal de choses. Et ouais, voir Esther pour une fois dans ce tome 5 être du côté de celle qui cherche une solution pour résoudre les problèmes, plutôt que d'en causer, c'était sympa. Je vous ai montré tous les livres que je voulais vous montrer dans cette update. Cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.